Bonjour à tous. Dans la conférence précédente, consacrée à l'impasse sanitaire, nous avons dit que la santé pouvait être classée au deuxième rang des besoins dits fondamentaux de l'homme, tout juste derrière les besoins dits organiques, que sont la respiration, le sommeil et l'alimentation. Alimentation, boisson comprise bien évidemment. Et c'est donc bien d'alimentation humaine que nous allons parler aujourd'hui. Alimentation en tant que besoin essentiel et premier de l'homme, qu'il soit Homo erectus, Homo sapiens ou Homo industrialis, rien n'y fait, rien n'y change, l'alimentation reste bien toujours son premier et accessoirement facteur irrémédiablement létal en cas d'absence ou de cessation. Cette dépendance incontournable de l'homme vis-à-vis de l'alimentation, et plus fondamentalement vis-à-vis de l'eau, s'oppose notamment à l'incommensurable orgueil de certains thuriféraires de la société industrielle croissanciste. Ce péché d'orgueil, pourrions-nous même dire, qui les amène à se heurter de front à cette limite bio-naturelle infranchissable, à devoir tempérer, pour l'instant, le rêve fou d'hommes augmentés, transhumains, qui, à l'issue de manipulations génétiques de plus en plus avancées, pourraient, pourquoi pas, viser à s'exonérer de cette contrainte jugée triviale. Mais ce rêve d'un homme libéré de la contrainte alimentaire, que caressent certains esprits surscientifiques, ne fait pas l'affaire, il faut bien le dire, de tous les promoteurs de la société industrielle croissanciste, dont la majorité, bien entendu, trouve plutôt dans cette contingence une source inépuisable de profit. Mais avant d'être une activité marchande, presque comme toutes les autres, l'alimentation a été d'abord une activité naturelle. Naturelle au sens écologique du terme, c'est-à-dire liée aux lieux et conditions d'existence des êtres vivants et aux rapports qu'ils établissent avec leur environnement. Cette première considération nous amène à deux hypothèses préalables. Hypothèses, d'ailleurs, en forme d'évidence. La première, c'est qu'un homme, du point de vue de son besoin d'alimentation, n'est rien d'autre qu'un animal comme les autres. Et la seconde, c'est que l'acte alimentaire constitue un rapport à l'environnement et sans aucun doute le rapport le plus fondamental. Rapport fondamental qui, d'ailleurs, et rappelons-le, a été longtemps le seul rapport que l'homme ait entretenu avec son environnement, c'est-à-dire la nature, sa mère nature. Rapport qu'il a entretenu pendant longtemps, très longtemps, puisque même si nous nous limitons à l'homme en tant qu'homo sapiens, cette durée, c'est 300 000 ans. Contre à peine 10 000 ans, date de la révolution néolithique, date à partir de laquelle il a commencé non plus à entretenir, mais à établir de nouveaux types de rapports avec son environnement, autres que ceux du seul geste de la prédation alimentaire. Nous leur rappellerons également que cette période de 300 000 ans pourrait être allongée à 2 ou 3 millions d'années pour peu que nous convenions d'étudier le fait alimentaire du genre Homo dans son ensemble. Ceci étant posé, il paraît intéressant de rapprocher, ou plutôt d'inclure le besoin alimentaire au sein du besoin plus global de sécurité dans lequel s'inscrit également la santé que nous avons étudié lors de la précédente conférence. Ce facteur sécurité, associé au facteur alimentation, il a notoirement guidé la trajectoire humaine depuis son aube, sans qu'il ait pu jamais être tempéré par aucune des soi-disant avancées civilisationnelles, sauf depuis, disons, 70 ans, où cette sécurité prétend être acquise, durablement acquise, au point qu'elle ne semble plus jamais devoir être remise en question. Encore un axiome de plus.
édictée par la société croissanciste, la sécurité alimentaire durable. Axiome que nous allons devoir démythifier, comme nous l'avons notamment déjà fait pour le PIB ou la médecine médicamenteuse. Cette soi-disant sécurité alimentaire, dont nous devons préciser en préambule qu'elle présente deux aspects complémentaires mais néanmoins distincts, un aspect qualitatif et un aspect quantitatif. Nous y reviendrons. Cette sécurité alimentaire a donc été instituée depuis peu de temps. L'idée de la sécurité alimentaire. Sa mise en place après la fin de la Seconde Guerre mondiale et que nous dénommerons troisième transition agroalimentaire a été précédée de deux autres transitions. La première, comme nous venons de le dire, il y a environ 10 000 ans avec la sédentarisation de l'Homo sapiens, parallèlement à son abandon progressif du mode alimentaire chasseur-pêcheur-cueilleur, et au début de la domestication par l'homme de la nature végétale, c'est-à-dire l'agriculture, et de la nature animale, c'est-à-dire l'élevage. La deuxième transition agroalimentaire, elle, se situe aux environs de l'année 1850, date conventionnelle, de début de la société industrielle, à partir de laquelle de nouvelles méthodes issues des avancées technologiques de l'industrie furent appliquées, surtout à l'agriculture et pas encore trop à l'élevage. Cette deuxième transition est caractérisée par le début de la mécanisation qui va faciliter le travail nécessaire aux différentes opérations du process agricole, ainsi que par le commencement de l'emploi des engrais chimiques qui va contribuer à augmenter le volume des récoltes. Cette deuxième étape importante dans l'évolution du mode de production de nos aliments révèle deux faits majeurs plus ou moins interactifs entre eux. Le premier fait, que nous nommerons le point de non-retour. Parce qu'à partir de cette date, nous pouvons affirmer sans exagération que l'homme a coupé définitivement les ponts avec sa mère nourricière, la nature, pour ne faire dépendre son alimentation que de la technologie issue de son cerveau. En effet, avant cette date, l'évolution des choses avait été somme toute relativement minime, et un retour en arrière au mode alimentaire originel, bien que compliqué sans doute, n'aurait semblé toutefois pas totalement impossible. En effet, si nous nous reportons à nos fameuses trois courbes fondamentales, évolution de la prédation des ressources naturelles finies, évolution de la production de biens, dont les produits alimentaires, et troisième courbe, évolution de la démographie, nous pouvons constater qu'elles présentent toutes trois un sinus assez faible jusqu'en 1850, date à partir de laquelle elles se cabrent brusquement de façon asymptotique. Nous avons déjà vu tout cela. Eh bien, la première conséquence de cet emballement des indices, c'est naturellement le dépassement de la biocapacité naturelle alimentaire, c'est-à-dire niveau moyen de la production alimentaire naturelle d'un hectare global, concrétisé par la donnée objective que la quantité de population mondiale était désormais devenue trop importante pour être nourrie avec un système d'alimentation naturelle. De ce point de vue également, nous pouvons dire que l'homme avait définitivement quitté le monde animal et que cette rupture alimentaire est certainement la distinction la plus factuelle qui existe maintenant entre les deux espèces, l'homme et l'animal. Le deuxième fait, c'est l'introduction de données d'économie politique dans le processus même de l'alimentation humaine. À savoir, la notion de rendement et la notion de productivité. Notions complémentaires qui sont souvent d'ailleurs confondues, mais qu'il convient en réalité de bien distinguer, car cette distinction entre ces deux notions va revêtir toute son importance pour la suite de notre propos. Au niveau de leur définition stricte,
nous dirons qu'en agriculture, la notion de rendement représente la mise en œuvre d'actions visant à augmenter le volume de la production, de la récolte en général si nous incluons les produits animaux issus de l'élevage. Alors que la productivité, la notion de productivité, c'est un indice qui représente la quantité d'énergie totale, énergie mécanique, énergie humaine et même énergie grise, au sens où nous l'avons défini dans la conférence sur l'impasse physique, c'est-à-dire la prise en compte de l'intégralité de toutes les consommations d'énergie intermédiaires, induites mais non visibles, qui sont nécessaires à l'élaboration totale d'un produit. Quantité d'énergie totale donc nécessaire, qui a été nécessaire à l'obtention d'une unité moyenne de production, c'est la productivité. La confusion entre ces deux indicateurs vient en partie, il faut le dire, du fait que le terme de productivité possède en racine étymologique celui de production, alors que la mesure nette de la production est en réalité celle du rendement, et que la mesure de la productivité est en réalité celle des moyens mis en œuvre pour obtenir ce rendement. Sur le fond, il est important de bien distinguer ces deux notions, car bien qu'elles paraissent indissociablement liées dans le cas de l'agriculture industrielle, dans le cas d'une agriculture industrielle en plein essor, l'augmentation de la productivité, venant alors, dans ce cas, s'associer à l'augmentation des rendements pour constituer, par le cumul de ces deux facteurs, ce que nous avons appris à nommer la rentabilité, c'est-à-dire, nous y voilà, l'obtention du profit maximum pour les différents opérateurs économiques de la filière. Mais ces deux facteurs pourraient par contre se disjoindre, voire se contrecarrer, dans le cas d'une autre agriculture. Une agriculture dont le modèle viendrait à tourner à vide. Une agriculture au bout du rouleau, se rendant compte qu'elle est en quelque sorte engagée dans une impasse. Et que, en dépit des gains de productivité, c'est-à-dire en dépit du fait que nous utiliserions toujours moins d'énergie dans la mise en œuvre du processus de production, les rendements viendraient quand même à plafonner, provoquant du coup, et par simple équation algébrique, une baisse de cette même sacro-sainte productivité. Ou encore, dans le cas où l'augmentation du coût de l'énergie, ou de sa raréfaction, ou des deux cumulés, contribuerait à abaisser la productivité par un simple jeu d'écriture, sans pour autant influer sur les rendements devenus irrémédiablement décroissants, le tout tirant naturellement la rentabilité vers le bas, voire tout simplement vers le fond. Eh bien, cette deuxième transition agroalimentaire, qui a accompagné les débuts de la société industrielle, elle a posé les fondements de l'agriculture moderne, mais son accélération vertigineuse ne date que de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, accompagnée qu'elle a été cette fois de facteurs nouveaux, liés à la stratégie géopolitique du capitalisme en voie de mutation d'ailleurs vers un capitalisme mondial, mutation qui aboutira au concept flottant et équivoque, mais néanmoins largement vulgarisé, de la mondialisation. En réalité, cette mondialisation de la production alimentaire, ce n'est ni plus ni moins que l'application par tous les agriculteurs de la planète, l'application d'un cahier des charges établi par le capitalisme. Mais à la différence de ce qui s'est passé dans le secteur secondaire, où l'artisanat a disparu sous les coups de boutoir de l'industrie, de nouveaux entrepreneurs prenant la place des anciens en les paupérisant ou plus généralement en les asservissant en tant qu'esclaves dociles par le salariat, le secteur primaire, l'agriculture, lui a connu une évolution sensiblement différente due à la spécificité de ce secteur, largement imprégné par le principe de la propriété foncière individuelle. De plus, il ne s'agissait pas en la matière de créer artificiellement un secteur de toutes pièces,
un secteur entièrement basé sur un nouveau concept de prédation illimitée des ressources naturelles finies et d'utilisation de la science, mais au contraire de transformer un secteur préexistant avec sa sociologie propre, afin qu'il intègre dans son modus operandi la prédation illimitée, cette prédation illimitée des ressources naturelles finies et l'utilisation de la science. C'est ainsi que les agriculteurs se transformèrent progressivement, plus ou moins consciemment, ou plus ou moins leur corps défendant, en chefs d'entreprise capitalistes. Ce qui eut pour effet notamment de réduire considérablement leur nombre, puisque la mire de la rentabilité, premier stigmate de la capitalisation de l'agriculture, rendait inévitable la course à l'accroissement de la taille des exploitations. Tout le monde connaît la statistique française, 80% d'agriculteurs en 1800, 5% d'agriculteurs en 2020. Ces chiffres se passent naturellement de tout commentaire. Toute la question, c'est alors de savoir ou de comprendre la façon dont cette mutation s'est opérée et quels en ont été les moteurs et outils essentiels. Autrement dit, les agriculteurs ont-ils volontairement opté pour le mode d'exploitation industrielle ou y ont-ils été forcés ou y ont-ils été incités? Afin d'analyser cette question, il convient au préalable de rappeler le contexte mondial ambiant de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et à partir de l'année 1945, à cette époque, la planète était alors dominée par deux superpuissances, vainqueurs militaires, les États-Unis et l'Union soviétique, qui se partagèrent le monde, à la conférence de Yalta, en répartissant leur influence entre deux blocs hermétiquement clos et avec l'accord tacite de ne pas influer la politique d'un bloc sur l'autre. Chaque superpuissance avait donc les mains libres pour imposer de façon plus ou moins coercitive, selon le cas, son système économique au sein de sa sphère d'influence respective, chacune devant être protégée militairement par un pacte de solidarité, l'OTAN d'un côté, le pacte Varsovie de l'autre. Dans le monde occidental, sécurisé militairement dès 1949 par l'OTAN, dont le bouclier nucléaire et les forces armées émanaient principalement des États-Unis, et sécurisé financièrement par les subsides du plan Marshall émanant également des États-Unis, le modèle américain allait tout naturellement s'imposer sans résistance aucune, et nous pourrons même dire dans l'enthousiasme général. À partir de cette date fatidique, le domaine de la production agricole allait donc s'industrialiser encore plus rapidement que l'artisanat ne l'avait été avant lui. La motivation majeure, indiquée par les différents pouvoirs publics, c'était de mettre fin définitivement au risque de famine qu'on avait connu dans les siècles précédents et d'accéder à l'autosuffisance alimentaire. Ce magnifique et spectaculaire élan, ayant surtout pour objectif, en fait, d'abaisser la part du coût de la nourriture dans le budget des ménages afin de pouvoir libérer d'autant la part disponible pour tous les autres produits de consommation de la société industrielle. Dans cette période foisonnante de la reconstruction de l'après-guerre et du démarrage des 30 Glorieuses, rien ne devait freiner l'essor de la consommation, et surtout pas cette vulgaire contrainte alimentaire qu'il fallait coûte que coûte réduire au minimum. Car la consommation alimentaire n'était pas jugée suffisamment extensible pour nourrir, si on peut dire, pour nourrir la croissance globale, dont l'essentiel dépendait de l'accroissement de la consommation, des produits de l'industrie et surtout des innombrables produits et des services naissants. De ce point de vue qui reste encore toujours vrai aujourd'hui, il est bien évident que la consommation alimentaire ne peut être sensiblement développée que grâce à un accroissement démographique, ce qui représente de fait une certaine limite.
Mais surtout, il est bien évident qu'à population constante, la production agricole ne peut être développée non plus au-delà d'une certaine limite. Une fois tous les besoins essentiels comblés. Double limite donc, qui n'existe pas, ou tout au moins qui peut être repoussée très loin, pour ce qui concerne les autres produits de la société industrielle, dont l'extensibilité de la consommation n'a de limite cette fois que le budget financier disponible par consommateur, par tête de consommateur. Pour les gestionnaires capitalistes et par l'intermédiaire des gouvernements complices qu'ils contrôlaient, et qu'ils contrôlent toujours aujourd'hui naturellement, il était donc fondamental de faire en sorte que les produits alimentaires soient le moins chers possible, et ceci afin que les consommateurs puissent disposer du maximum de leurs revenus pour acheter les autres produits de la société industrielle. Posé ainsi, ce montage présentait toutefois un point faible. Parce qu'en effet, si les denrées alimentaires devaient être abondantes et bon marché, pour les raisons que nous avons indiquées, comment faire pour assurer une rentabilité à ceux qui allaient avoir la charge de les produire? Alors cette équation, elle fut supposée devoir être résolue par le paramètre augmentation des rendements, intimement associé à l'autre paramètre, celui d'augmentation de la productivité. Augmentation de la productivité, nous en avons déjà parlé. Et c'est ainsi qu'il a été décidé à l'échelle de plusieurs continents, voire de tous les continents, d'appliquer à l'agriculture le système d'exploitation industrielle et, en ne craignant pas d'imposer si nécessaire par la force de la loi, la métamorphose de toute une profession ainsi que l'abandon d'une logique professionnelle pourtant historiquement validée. En effet, cette révolution ne peut pas être comparée à l'essor de l'industrie, qui, elle, à contrario, a été portée par le libéralisme et l'esprit d'entreprise. Si le développement de l'industrie à la fin du XIXe siècle correspond à la production de biens nouveaux par un processus nouveau, la révolution agricole, elle, se matérialise à la fin du XXe siècle par la production de biens identiques, mais par un processus nouveau. Donc il y a une différence de taille. Dans le premier cas, nous sommes bel et bien en présence d'un phénomène d'essence purement individuel. Le premier cas, c'est le développement de l'industrie, que l'État, bien entendu, cherchera rapidement à encadrer et à réglementer, alors que dans le second cas, l'agriculture, nous avons assisté à un processus quasiment inversé, dans lequel c'est l'État lui-même qui, par l'intermédiaire de son appareil technocratique pour la mise en forme, et de son bras législatif pour la mise en place, c'est l'État qui va imposer et créer les conditions du changement, même si, comme nous venons de le dire, aucune voix ne vint s'élever dans la profession pour contester cette volonté. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette affaire d'industrialisation de l'agriculture, l'État, dont nous parlons beaucoup, l'État en fait n'a joué qu'un rôle de mandataire du capitalisme avec l'objectif grandiose de transformer un secteur libre, autonome et individualisé en une véritable machine programmable et dédiée aux intérêts de la pétrochimie et de la grande distribution. Quel que soit le jugement que nous pouvons porter sur la situation actuelle de l'agriculture, il est important de bien avoir à l'esprit que c'est l'État, et l'État seul, et derrière lui, le capitalisme agroalimentaire, qui détermine toute l'évolution des différentes composantes du secteur agricole, que ce soit les conditions et les niveaux de vie des opérateurs, des agriculteurs, la qualité des aliments proposés aux consommateurs, leur traçabilité, leur prix, d'une façon générale, toute l'information liée au domaine agroalimentaire.
l'abandon forcé de la polyculture élevage au profit d'un mode monocultural intensif et productiviste. La soumission de toute une profession aux industriels amont, fabricants de matériel, fabricants d'engrais et fabricants de produits phytosanitaires, et également aux commerçants aval, grande distribution, import-export. C'est l'œuvre magistrale et exclusive de l'État qui, grâce à un cocktail machiavélique de lois contraignantes et de primes incitatives, est parvenu à transformer, pour prendre l'exemple de l'Europe, l'exploitant agricole indépendant en un fonctionnaire zélé de la PAC, la politique agricole commune. C'est ainsi que le revenu de l'agriculteur s'est éloigné progressivement de la logique entrepreneuriale pour se rapprocher progressivement de la logique salariale, voire du système de l'assistanat social. Si nous prenons l'exemple français, il faut savoir que le niveau moyen de subventionnement de l'agriculture, publié annuellement par l'INSEE, montre que le soutien au secteur agricole est de 10 milliards d'euros, soit 2,5 milliards d'aides directes et 7,5 milliards d'aides découplées, chiffre 2009, sur un chiffre d'affaires global de 60,5 milliards, soit 16%. Nous pouvons également comparer le montant global de ces aides à la valeur ajoutée de l'agriculture, qui est de 35 milliards, ce qui représente près de 30%, et en conclure que près effectivement du tiers du revenu des agriculteurs est constitué donc d'allocations de l'État. Ce qui fait que le métier d'exploitant agricole, qui, avant intrusion de l'État capitaliste, consistait simplement à travailler la terre, élever du bétail, labourage et pâturage, comporte, après intrusion de l'État, une activité non subsidiaire consacrée au remplissage de formulaires administratifs et de pointage bancaire des virements du FEGA, le Fonds européen agricole de garantie. Ce temps passé relativement faible en quantité s'avère néanmoins extrêmement rentable quant aux sommes générées, et bénéficiant en tout cas d'un rapport gain-effort totalement hors d'atteinte de celui résultant du temps passé au champ. Sans compter que grâce à la petite merveille bureaucratique dénommée découplage, les aides compensatoires européennes sont, depuis 2006, en effet, versées en fonction d'une référence historique, c'est-à-dire la moyenne des aides perçues entre 2000 et 2002, et non plus en fonction d'une production à l'hectare. Ce qui revient à dire que chaque agriculteur touche le même montant, quels que soient les végétaux qu'il cultive sur ses parcelles, voire même s'il les laisse en jachère. Et que la terminologie de cette affaire, qui s'est longtemps cherchée dans le maquis des dénominations aide, prime, allocation, subvention, compensation, soutien, rétribution, etc., et enfin, finalement, récemment, trouvé sa voie, en parfaite cohérence avec le système étatique de déresponsabilisation globale de l'individu, avec celle de droit à. Ainsi, en parfaite conformité avec le procédé magique de la société-providence qui métamorphose les devoirs en droits, la mission culturelle du paysan a été remplacée par un droit à paiement unique. DPU, le fameux DPU, venant s'ajouter à la déjà longue liste des droits inaliénables de l'individu industrialisé, tels que le droit à la santé, à la retraite, au logement, au travail, au voyage, à la consommation, à la mer, au ciel bleu et au bonheur. En termes clairs. Le principe du découplage, ça signifie que l'exploitant agricole a droit à une rente de l'État inconditionnelle et proportionnelle au nombre d'hectares qu'il possède. Au niveau structurel, l'État appose également sa chape de plomb en contrôlant les transactions foncières par l'intermédiaire de la SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, et
l'installation des jeunes agriculteurs pour le système des DJA, dotation aux jeunes agriculteurs. Alors, on va dire un mot des SAFER qui sont créés depuis 1960, qui par le jeu de leur droit de préemption sur toutes les transactions de propriété rurale bâtie ou non bâtie, et de réaffectation à la tête du client en quelque sorte, font la loi sur tout le territoire sous couvert de leur mission d'origine, ayant pour objet d'éviter une concentration des exploitations chez les propriétaires les plus fortunés. Parce que, en bonne fille de l'État capitaliste qui avance masqué, ces établissements en réalité disposent d'un statut juridique sui generis découlant de la loi de 1960 et de la jurisprudence afférente, qui les place à la frontière entre droit public et droit privé. Ce sont ainsi des sociétés anonymes à caractère professionnel placées sous contrôle de l'État et sans but lucratif. Sociétés anonymes à caractère professionnel placées sous contrôle de l'État et sans but lucratif. En réalité, leur mission consiste à contrôler que les acquisitions rurales soient bien effectuées par des candidats offrant toutes les garanties de mise en œuvre ou de maintien d'un mode d'exploitation industrielle intensif et productiviste. Nous y voilà. Car enfin, cet encadrement drastique est complété par l'octroi de primes d'installation conditionnées par un plan de développement répondant aux critères voulus par l'État, ainsi que la possession d'un diplôme agricole de niveau 4, ne pouvant, comme de bien entendu, être obtenu sans une approbation servile des théories de l'agriculture industrielle par l'étudiant qui l'aura sollicité. Au-delà du jugement sur la validité de l'application forcée ou la légitimité de l'application forcée d'un modèle étatique sur un secteur d'activité historiquement géré de façon libérale, il importe surtout d'évaluer, parce que c'est ça qui compte, les résultats objectifs de cette mainmise de l'État, l'État capitaliste, agissant en l'occurrence en tant que VRP de l'oligarchie économico-financière, rappelons-le. Les objectifs obtenus sur la production agricole. La conséquence la plus aveuglante de cet asservissement, et par voie de conséquence la preuve la plus irréfutable, c'est la dépendance absolue de l'agriculture étatique à cette filière capitalistique des hydrocarbures, situation qui serait sans doute tout autre si ce secteur avait gardé son autonomie. Au contraire, de la polyculture élevage qui optimise le cycle naturel, fournit une fumure organique, pratique la rotation des cultures, l'assolement et minimise les besoins en mécanisation. La monoculture industrielle, elle, bouscule la nature, utilise des tonnes d'engrais, des tonnes de fongicides, de pesticides chimiques fabriqués à partir de gaz et de pétrole. Et elle a recours à des engins toujours plus puissants et gourmands en gasoil pour remuer une terre toujours plus compacte et toujours plus desséchée. Cette agriculture fossile, en totale contradiction avec les vœux pieux de durabilité régulièrement distillés par la propagande étatique croissanciste, n'a malheureusement ou heureusement, aucun avenir, tant sur le plan technique que sur le plan stratégique. Plan technique tout d'abord. Les méthodes intensives, en effet, maintenant généralisées depuis 60 ans, elles sont en train de produire leurs effets dévastateurs sur la terre arable. Et les taux de fertilité de certains sols sont en train d'amorcer une régression qui ne peut que préfigurer d'une fuite en avant fatale, pouvant se définir de la façon suivante. Toujours plus de puissance mécanique, toujours plus d'engrais chimiques, toujours plus de pesticides de synthèse pour toujours moins de rendement en production alimentaire. Car en effet, alors qu'il faudra bientôt nourrir 9 milliards de personnes, ou 10 milliards en 2050,
Voici qu'après des décennies de croissance continue, les rendements, ces fameux rendements, du blé, du maïs et du riz, s'essoufflent. Pire, ces trois piliers de l'alimentation mondiale, blé, riz, maïs, déclinent dans certaines régions, faisant craindre une crise, en craindre le début d'une crise majeure. Des études montrent que depuis le début du XXIe millénaire, que ce soit pour le maïs, par exemple au Kansas, aux États-Unis, pour le blé, par exemple en Basse-Normandie, en France, ou le riz, par exemple à Hokkaido, au Japon, le nombre de tonnes de céréales produites par hectare se tasse, voire commence à baisser. Blé, riz, maïs, ces trois cultures représentent 57% des calories produites par l'agriculture mondiale. Des calories que l'humanité consomme directement ou via l'alimentation du bétail. Sous forme de grains, de farine, de flocons, de bouillie, ces céréales sont à la base des pains, des pâtes, de couscous, des galettes, etc., etc., etc. Alors, au début des années 2000, personne n'a prêté attention à ces indicateurs. Les récoltes médiocres avaient été mises sur le compte des aléas ancestraux du métier d'agriculteur. La France céréalière baignait alors dans l'euphorie des 4 décennies de progrès triomphants. Les rendements du blé, qui végétait à moins de 2,5 tonnes à l'hectare dans les années 50, avaient été portés à la fin des années 90 à plus de 7 tonnes hectare dans la Beauce. Une révolution verte construite à grands coups d'engrais chimiques, de pesticides, d'herbicides, d'irrigation, de mécanisation et de nouvelles techniques de sélection des semences. Seulement voilà. Des moissons décevantes ont continué de s'enchaîner. Les statisticiens du ministère de l'Agriculture française ont fini alors par se pencher sur la question en 2007. Il y avait suffisamment de recul pour affirmer que la série en cours formait un plateau. Les rendements du blé commençaient à stagner. C'est une affirmation de M. François-Xavier Houry, chercheur à l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA. Autre citation. À un moment, on a même cru que les performances de cette céréale majeure étaient en train de chuter. Dixit M. Christian Huyghe, directeur scientifique également à l'INRA. Autre citation relevée de M. Philippe Kate, éco-physiologiste à Arvalis, Institut du végétal. Malgré le recours aux moyens les plus modernes, les cultivateurs français parviennent difficilement à rééditer certains rendements records atteints en 1984. Or, dans le monde, 805 millions de personnes souffrent de la faim, c'est-à-dire un habitant sur 8 et un enfant sur 6. De plus, 2 milliards de personnes sont malnutries. Elles manquent de vitamines et de minéraux élémentaires. Au total, la survie de 4,5 milliards de personnes dépend du trio blé, riz, maïs. Le blé, cette céréale fondatrice de l'agriculture et de l'alimentation humaine, est actuellement responsable de la survie de 35% de la population mondiale. Or, elle se trouve aujourd'hui dans une situation alarmante. 37% des surfaces cultivées affichent une stagnation des rendements. La France, troisième exportateur mondial, voit les performances de son blé plafonner depuis environ 1995 sans aucun signe notoire de redémarrage. Un constat partagé par de nombreux pays européens, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Danemark, Suède, Grande-Bretagne et même l'Ukraine, ce fameux grenier à blé de l'Europe. En Afrique du Nord, où le blé apporte près de 50% des calories aux populations, les cultures ne progressent plus. Et en Inde, malgré d'intenses apports en engrais, on déplore 70% des surfaces qui n'augmentent plus le rendement. Certaines régions australiennes, comme le Queensland, voient même leur rendement baisser.
Il reste toutefois quelques acteurs majeurs en progression. C'est la Chine et les États-Unis, mais qui partent de très bas. Par exemple, 3 tonnes à l'hectare de rendement moyen dans la Grande Plaine contre 7 tonnes pour la France en Beauce. Ce sont bien maigres consolations, à l'heure où les experts anticipent une augmentation de 70% de la demande de blé d'ici à 2050. Alors, cette panne des rendements, qu'on vient de survoler en quelques chiffres, est donc bien mondiale. On voit donc qu'elle est bien générale. C'est pourquoi ces dernières années, l'INRA a multiplié les groupes de réflexion et les séminaires. Devant la persistance du problème, cet organisme public entend monter cette année un vaste programme de recherche qui va tenter de répondre à ces questions. Pourquoi une telle panne des rendements? Les cultures auraient-elles atteint leurs limites biologiques? Notre modèle agricole serait-il à bout de souffle? Etc., etc. Depuis environ 3 ans, chaque nouvelle publication scientifique révèle un peu plus l'ampleur du phénomène. L'essoufflement des rendements du blé a gagné d'autres productions agricoles. En Chine et en Inde, on voit les performances des rizières qui plafonnent. Le maïs montre des signes inquiétants en Asie, en Afrique, en Europe et dans une partie du fameux Corn Belt aux États-Unis. Ces 3 cultures, blé, riz, maïs, qui fournissent près de 60% des calories consommées par la population mondiale. Selon Kenneth Cassman, professeur d'agronomie à l'université de Nebraska, au moins un tiers de ces céréales provient désormais de pays en stagnation ou affichant un ralentissement marqué. En conclusion, selon ces scientifiques reconnus, la sécurité alimentaire de la planète pourrait être menacée dès 2050. Et le constat est d'autant plus inquiétant que la plupart des terres fertiles sont déjà exploitées. Des organismes comme la FAO misent donc sur une augmentation continue et soutenue des rendements qu'on ne voit pas venir. Deepak Ray de l'Université de Minnesota a pourtant calculé que la production actuelle des rendements de ces céréales sera insuffisante pour répondre en 2050 aux besoins alimentaires de plus de 9 milliards d'habitants. Il faudrait des progrès, il a calculé, de 2,4 par an, alors que la moyenne aujourd'hui se situe à 0,9 pour le blé. Les rendements maximaux théoriques s'écroulent, le plafond nous tombe dessus. Une déclaration récente de M. Christian Huyghe, directeur scientifique adjoint à l'INRA. Alors, les causes sont diverses, bien entendu. Causes évoquées par ces différents séminaires, les modifications génétiques des semences, la résistance accrue au traitement, le changement dans la rotation des cultures, l'hétérogénéité des grandes surfaces, après leur remembrement, le réchauffement climatique, etc., etc. À cette faillite technique s'ajoute une faillite stratégique. Faillite stratégique prévisible, d'ailleurs, parce que liée à la raréfaction prochaine et inéluctable de l'énergie fossile, sur laquelle est fondé le modèle industriel de la pétro-agriculture. On peut réellement parler de pétro-agriculture. Car il est en fait indiscutable que la déplétion pétrolière signifiera bientôt la disette en carburant pour les tracteurs, les moissonneuses et autres engins de travail du sol. Le manque d'engrais, le manque de pesticides, de fongicides pour les terres, autrement dit l'écroulement du système intensif à haute énergie fossile, sans que pour autant une autre source soit d'ores et déjà identifiée comme étant capable de lui succéder. À ce propos, il nous faut dire un mot des possibilités réelles qu'un autre carburant puisse un jour être substitué au pétrole pour ce qui concerne le machinisme agricole, car en effet les biocarburants ou agrocarburants
sont souvent cités comme pouvant prendre le relais du pétrole après sa disparition. Eh bien, malheureusement, ce rêve doit être écarté. D'une part, il convient de préciser que les biocarburants ne constituent pas une véritable innovation, dans la mesure où l'obtention d'alcool à partir de céréales, fruits, racines ou légumes est une technique pratiquée depuis fort longtemps. Alors, dès lors, on pourrait logiquement se demander pourquoi cette technique n'a pas été généralisée plus tôt, alors qu'il eût été aisé de développer des moteurs à alcool obtenu à partir de jus de betterave ou de macérat de blé, au lieu de développer des moteurs fonctionnant à l'essence fossile. Mais bon, après tout, pourquoi ne pas essayer de ressortir cette vieille technique, comme pensent certains? Rien ne me paraît plus simple, en effet, puisque nos ancêtres distillaient dans leurs alambics l'orge et le mou de raisin pour en faire du whisky ou du marc de Bourgogne, et que ces produits pouvaient aussi bien chauffer le corps qu'activer le feu. Il suffirait donc de fabriquer des alambics géants au bord des champs de blé pour convertir les récoltes en jus fermenté pour alimenter les moteurs des engins de culture. Ce qui nous donnerait donc un cycle suivant. Premièrement, un tracteur fonctionnant au jus de betterave fermenté, laboure plantes et des herbes, amandes et récolte des betteraves, qu'il déverse dans une grosse cornue industrielle installée au bord de la plantation. Deuxièmement, la grosse cornue se met alors en marche et déverse à nouveau du jus de betterave fermenté qui permet au tracteur de recommencer un nouveau cycle. Troisièmement, et ainsi de suite, le mouvement perpétuel étant du coup inventé et installé de façon durable. Cette caricature, car c'en est une, elle est à peine forcée, tant l'absurdité économique des biocarburants est flagrante. En effet, l'énormité des surfaces cultivables nécessaires au remplacement des 50 millions de barils de pétrole quotidiennement absorbés par les véhicules et engins roulants et volants du monde entier rendrait naturellement le reliquat de terre insuffisant pour produire l'alimentation nécessaire à la survie de l'espèce. Cette équation évidente est facilement chiffrable. Elle n'est contestée par aucun économiste sérieux. Et il faut donc raisonnablement aller chercher ailleurs le carburant de l'avenir, et notamment le carburant pour le machinisme agricole. Mais la baisse des rendements n'est pas la seule hypothèque posée sur la production alimentaire. Il y a également l'hypothèque de la diminution inexorable des surfaces cultivables, ou plus exactement de la couche fertile des terres arables, autrement dit l'humus, dont nous avons déjà parlé lors de la conférence numéro 3 sur l'impasse comptable, les charges cachées de la société industrielle, en indiquant qu'il conviendrait de prendre en compte d'un point de vue comptable les coûts de régénération de la composante humique des sols arables, si tant est qu'il resterait possible de la régénérer. Toujours est-il que dans un rapport de 650 pages publié en décembre 2015 à l'occasion de la clôture de l'année internationale des sols, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, s'est inquiétée de l'avenir des surfaces agricoles en constatant qu'un tiers des terres arables de la planète étaient plus ou moins menacées de disparaître. Son directeur, José Graziano, expliquait en disant « Si rien n'est fait, Graziano da Silva, si rien n'est fait, c'est la production vivrière, la sécurité alimentaire de l'humanité qui pourrait être compromise. » Le rapport compile les travaux de plus de 200 scientifiques spécialisés regroupant 60 pays. Et leur constat est accablant. Entre 25 et 40 milliards de tonnes de l'épiderme de la planète, l'humus, sont emportés chaque année à cause de l'érosion, du tassement, de la perte de nutriments et de biodiversité, de l'acidification, des pollutions, de l'engorgement, encore de la salinisation.
40 milliards de tonnes d'humus, en moins, chaque année. Épaisse de 30 cm en moyenne, cette couche féconde, l'humus, est un formidable réacteur biologique qui abrite d'intenses échanges biologiques et physico-chimiques et qui rend d'innombrables services. Cette couche, l'humus, fournit les éléments indispensables à la croissance végétale. Elle filtre l'eau, elle contrôle l'alimentation des nappes souterraines, elle régule le cycle du carbone et le cycle de l'azote. Et elle constitue l'habitat de près de 80% de la biomasse. C'est le milieu le plus riche de notre environnement. Le milieu le plus riche de notre environnement, résume le microbiologiste Claude Bourguignon, fondateur du laboratoire d'analyse microbiologique des sols, le LAMS. C'est aussi l'un des plus fragiles, l'humus, constitué au terme d'un processus d'altération et de dégradation extrêmement lent, la roche. Mais la société industrielle, elle a mis en place dans le domaine agricole un ensemble de pratiques qui, en moins de 100 ans, ont entrepris de balayer l'essentiel du lent travail de la nature qu'elle avait effectué durant des millions d'années. Travail qu'elle avait effectué pour structurer notre terre nourricière. C'est ainsi que, rongée par ces mauvaises pratiques, elle-même amplifiée par l'urbanisation et la pression climatique, les sols se dégradent désormais à un rythme supérieur à celui de la pédogénèse, c'est-à-dire le processus par lequel ils se forment. Ils se dégradent plus vite qu'ils ne se forment. C'est ce que dit l'agronome Dominique Arouest, directeur du GIS-Sol, le groupement d'intérêt scientifique qui coordonne le programme d'inventaire de l'état des sols en France. Partout où ces phénomènes gagnent, les équilibres s'effondrent et les sols menacent de disparaître, les sols arables. En Europe, cette dégradation touche déjà 33 millions d'hectares, soit 4% des terres arables. Cet appauvrissement en matière organique, lié directement à l'abandon de la polyculture élevage au profit de la monoculture intensive, est une menace qui pèse sur la fertilité. Depuis une masse réelle, depuis les années 1950, la teneur des sols en nutriments et en humus, l'engrais naturel des plantes, a baissé d'un tiers, selon les observations du GIS-Sol. En retournant profondément les sols, les labours de l'agriculture intensive perturbent la vie souterraine et les échanges biochimiques, voilà ce que dit Claude Bourguignon. Et il continue en indiquant ceci. Il dit que les gaz carboniques s'échappent. La matière organique qui s'en nourrit se réduit. La faune disparaît et avec elle, le mécanisme d'ascenseur qui brasse nutriments et minéraux. Résultat, l'humus est balayé par les eaux, tandis que l'argile où se concentre le garde-manger des plantes fait place à une simple boue gluante. Toujours selon Claude Bourguignon du LAMS. Selon le GIS-Sol, près de 40% des surfaces agricoles françaises présentent ce risque de tassement irréversible. L'apport massif d'engrais, notamment les engrais azotés, amplifie encore ce problème en favorisant la salinisation des sols, en amoindrissant la quantité de micro-organismes et en polluant les nappes phréatiques. C'est ainsi qu'épuisées, la plupart des terres perdent leur productivité. À l'échelle mondiale, on a parlé tout à l'heure des rendements. En moyenne, si les rendements ont augmenté de 3% entre 1950 et 1984, ils n'ont augmenté que de 1% de 84 à 95. Et aujourd'hui, on l'a vu, ils stagnent ou se réduisent. Nous venons d'en parler. Enfin, et pour couronner le tout, l'accumulation du sel, en partie liée à la surexploitation des sols,
et à l'usage d'intrants chimiques polluants, herbicides, pesticides, fongicides. Fini le travail de sape. La salinité provoquée par l'homme concerne 760 000 km², une superficie plus vaste que l'ensemble des terres arables du Brésil. Voilà ce que dit la FAO. Dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, où elle est la plus forte, la salinisation, le rendement des cultures est passé de 5 à une demi-tonne à l'hectare, provoquant une perte économique annuelle d'au moins 1 milliard de dollars. Dans les pays les plus développés, d'une manière générale, les contaminants toxiques sont à la manœuvre dans des proportions qualifiées par les chercheurs d'anormales et inquiétantes. Rien qu'en France, il y aurait 300 000 friches industrielles polluées, dégazant leurs éléments toxiques ou répandant leurs poisons dans les sols et les nappes phréatiques. Dominique Arrouès indique qu'on a, par exemple, pu mettre en évidence que le lindane, un insecticide interdit depuis 1998, qui a été massivement utilisé en agriculture, est encore présent dans tous les sols, y compris là où il n'y a pas été répandu. Rémanence et dissémination. En Chine, le ministère de l'Environnement a reconnu que près de 20% des terres arables du pays étaient contaminées. Cette situation d'état d'urgence des sols arables, donc de la capacité alimentaire de la planète, va nécessiter un vaste plan de remise en état biologique, si c'est possible. Claude Bourguignon nous dit, des agriculteurs nous dit que des agriculteurs lui demandent ce qu'on peut faire pour les terres. Parce que quand il n'y a plus de faune, plus de matière organique, on ne peut pas les régénérer d'un coup de baguette magique. Les solutions techniques ne pourront jamais égaler la complexité naturelle des sols, la façon dont cette complexité naturelle s'est constituée. Avec les engrais, on ajoute de l'azote, du phosphore, du potassium, mais la plante, elle puise une trentaine de micro-éléments dans la terre qui sont absents des fertilisants. Et cela coûte très cher, et cela, de cette façon impossible, de copier les éléments naturels. Cette réhabilitation des sols qu'il va falloir faire si on peut, elle passe par plusieurs étapes incontournables. Un certain temps de latence et des travaux adaptés tels la réimplantation des haies, ça veut dire remettre en cause des rebombements massifs, l'amendement des sols dégradés grâce à des légumineuses de couverture, l'adjonction de bois raméal fragmenté, le PRF, en tant que compost organique, afin d'essayer de relancer l'activité microbiologique. Dominique Arrouès estime que le contrôle de la dynamique microbienne des sols sera sans doute le moyen le plus efficace de sauver ces terres, même les plus abîmées, en leur fournissant les moyens de doper naturellement leur fertilité. Mais il y a urgence, parce que les sols stérilisés par la pollution couvrent 220 000 km², dont près de 90% en Europe. Alors, nous avons indiqué en début de conférence que cette sécurité alimentaire, qui paraît tant menacée sur le plan quantitatif, notamment par la chute des rendements, on en a parlé, et la dégradation des sols arables, eh bien, cette sécurité alimentaire, elle est également menacée dans ses aspects qualitatifs, c'est-à-dire, pour ce qui concerne la qualité des aliments que nous ingérons quotidiennement et dont la dégradation est évidente. Mais attention, quand nous parlons de dégradation qualitative, nous ne parlons pas d'une éventuelle dégradation organoleptique, une dégradation de la perte du goût savoureux de tel ou tel fruit ou légume, qui sont des éléments subjectifs, éléments subjectifs toutefois validés par l'opinion publique dans son ensemble, mais qui sont somme toute
et au final de faible importance, de faible impact sur notre vie quotidienne. Non. Nous parlons de l'incorporation de nouveaux composants dans les produits issus de l'agriculture industrielle, de nouveaux composants qui sont de nature à mettre en danger tout simplement la survie de l'espèce. Cette modification de la structure interne des aliments que nous ingérons, notamment la présence de résidus de fongicides, herbicides, pesticides notoirement toxiques, sans parler des mutations génétiques des souches de semences qui désorientent l'organisme en créant des intolérances de plus en plus graves, points qui ont déjà été abordés dans les conférences précédentes sur la passe sanitaire. Le lien direct entre la santé de l'homme et son alimentation n'est plus à démontrer car nous savons bien, notamment depuis Hippocrate, que notre santé est dans notre assiette. Or, la France, par exemple, première puissance agricole européenne, est également championne du taux de pesticides contenus dans le sang de ses habitants. Selon une étude de l'Institut de veille sanitaire, ils sont présents à des niveaux au moins 3 fois plus élevés que, par exemple, dans celui des Américains ou des Allemands. En agriculture industrielle, une pomme, par exemple, subit en moyenne 35 traitements phytosanitaires, herbicides, insecticides, fongicides. Les pommiculteurs peuvent choisir parmi plus de 2500 produits toxiques. La plupart des pesticides sont déposés directement sur le fruit par pulvérisation. La peau est ainsi gorgée de substances chimiques toxiques. Or, le traitement par plusieurs produits peut déclencher ce qu'on nomme un effet cocktail. C'est-à-dire que lorsque des molécules différentes entrent en interaction, leurs effets peuvent s'en trouver démultipliés. L'association Greenpeace a publié en juin 2015 un rapport intitulé « Pommes empoisonnées, mettre fin à la contamination des vergers par les pesticides », expliquant que les producteurs de pommes continuaient à utiliser des cocktails de pesticides dans de nombreux pays européens. Attaqué en diffamation par l'Association nationale des producteurs pommes-poires, l'ANPP. Greenpeace a néanmoins eu gain de cause auprès du tribunal de grande instance de Paris, et ceci en mars 2017. Dans son ordonnance, la juge, Madame Catherine David, statuant en référé, a estimé que, je cite, « ce n'est pas la réputation de la pomme qui est mise en cause, mais c'est celle des pesticides utilisés pour cultiver les pommes, ce qui n'est pas objectivement contestable. » Et elle ajoutait que le consommateur est doué de raison, le consommateur est doué de raison, et le consommateur sait pertinemment que si les sols et l'eau sont contaminés, les produits agricoles qui poussent sur ces sols, à l'aide de cette eau, le seront également. Si bien que dire que les pommes sont empoisonnées, lorsqu'elles poussent sur des sols remplis de pesticides, ne constitue pas un propos diffamatoire, dès lors qu'il s'appuie sur une base factuelle réelle. Cette affaire prouve que même la justice d'un pays oligocratique croissanciste est bien obligée de reconnaître la vérité quand celle-ci est criante. Mais malheureusement, le pouvoir judiciaire, ça n'est pas le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif qui, rappelons-le, est l'apanage et la chasse gardée d'une minorité restreinte aux ordres des puissances économiques et financières croissancistes. Pouvoir législatif qui peut faire et défaire, notamment le pouvoir judiciaire, en modifiant la loi du jour au lendemain. Parce qu'il ne faudrait pas croire que la vérité suffise pour instruire la décision politique. Dans cette affaire d'empoisonnement généralisé de la population par l'alimentation industrielle, c'est encore et toujours la loi du profit qui règne en maître. La preuve. La récente action, la preuve supplémentaire, la récente action en septembre 2020
du lobby des betteraviers, la betterave, culture intensive et industrielle s'il en est, pour faire modifier une loi interdisant l'utilisation des néonicotinoïdes afin d'obtenir une dérogation au motif que leurs récoltes sont menacées par le développement du puceron vert à l'origine de la jaunisse des plantes betteravières. Cette décision législative emblématique, l'autorisation pour les betteraviers d'utiliser ces produits chimiques, montre la limite qui avait été interdite, montre la limite, pour ne pas dire l'imposture des déclarations environnementalistes des gouvernements croissancistes qui s'empressent de faire machine arrière dans le domaine de la protection de la santé publique dès que les enjeux financiers sont en cause. Cette affaire exemplaire confirme également la duplicité et l'hypocrisie du pouvoir croissanciste dans sa soi-disant promotion de l'agriculture soi-disant biologique. Il suffit, pour s'en convaincre, de consulter en détail le cahier des charges du fameux label AB. Label AB agréé et promu par le pouvoir capitaliste croissanciste dans le seul but de se construire un alibi écologique. Label AB représenté en l'espèce par la petite merveille dénommée règlement numéro 834/2007 du Conseil de l'Union européenne, datant du 28 juin 2007, dans lequel nous découvrons en 23 pages et 1840 lignes l'habile façon d'édicter des règles applicables à l'agriculture dite biologique, en prenant surtout bien garde de ne pas trop l'éloigner de l'agriculture dite intensive. Alors nous ne rentrerons naturellement pas dans une analyse critique détaillée de ce règlement, qui a été faite par ailleurs, ce qui nous ferait entrer dans une série de considérations par trop techniques. Nous nous contenterons de noter qu'il est permis, avec ce label AB, d'utiliser des intrants chimiques de synthèse dans des cas exceptionnels. Exceptionnels qui, en fait, se révèlent ne pas être exceptionnels, puisque, premièrement, il est dit que s'il n'existe pas de pratique de gestion appropriée, on peut utiliser les intrants chimiques du marché. Deuxièmement, il est dit que si les intrants extérieurs classés bio ne sont pas disponibles sur le marché, on peut utiliser les intrants chimiques du marché qui, eux, sont sur le marché. Troisièmement, il est dit que, dans ce règlement AB, s'il n'existe pas d'autre solution, on peut utiliser les intrants chimiques du marché. Nous découvrons ainsi une nouvelle façon de fabriquer la loi qui pourrait se résumer ainsi: telle chose est interdite sauf s'il n'existe pas d'autre solution. C'est ainsi que, démasqués de leur imposture, ces 23 pages et 1840 lignes du règlement européen pourraient en réalité être ramenées à ces quelques lignes à peine caricaturales que je vais vous citer. Les instances autorisées à légiférer sur l'agriculture biologique considèrent que le mode de production intensif basé sur l'utilisation des ressources fossiles non renouvelables est le seul permettant aujourd'hui de nourrir à bas prix les populations grandissantes en nombre. Toutefois, et afin de satisfaire à la toquade d'un petit effectif de personnes polarisées sur le terme naturel, un label est créé réglementant les modes de production des produits dits naturels. Le principe retenu est d'établir une liste de 10 000 substances choisies parmi les moins outrageusement chimiques et toxiques produites par l'industrie phytosanitaire conventionnelle et d'autoriser leur emploi, tout en permettant de recourir à toutes les autres substances de synthèse si les rendements devaient en être sensiblement affectés. Pour être complet sur le sujet, nous devons préciser que cette agriculture bio de mascarade est adoubée par tous les partis dits écologiques de l'échiquier oligocratique. Ces partis verts, dits de gouvernement, ELV et autres,
qui se révèlent être, en la matière, de fidèles serviteurs du capitalisme croissanciste, de l'écolo-business, du green business ou encore du capitalisme vert, selon le terme que vous préférez. Il ne faut donc pas compter sur eux pour rétablir la santé dans notre assiette. Et enfin, pour être exhaustif, après les risques quantitatifs, après les risques qualitatifs qui pèsent sur la production alimentaire mondiale, il nous faut parler d'un autre type de risque, le risque logistique qui affecte plus particulièrement les pays développés, risque directement lié à la concentration urbaine. Alors, cette concentration urbaine généralisée qui n'a fait que s'accentuer depuis les dernières décennies, avec la formation de mégapoles compacts que certains n'hésitent pas désormais d'ailleurs à qualifier de cloaques urbains. Exemple, la population parisienne, la population de la région parisienne, qui compte 12 millions d'habitants, elle représente 18% de la population française. Autre exemple, la population de la région londonienne, qui compte 15 millions d'habitants et représente 23% de la population de la Grande-Bretagne. Eh bien, cette concentration urbaine, c'est une aberration écologique à plusieurs titres, mais tout particulièrement au titre de l'équilibre et de la sécurité alimentaire qui nous intéresse aujourd'hui. En effet, si déjà dès le début du XXe siècle, l'accroissement urbain avait commencé à rompre avec la loi ancestrale qui veut qu'une ville se doit d'être autosuffisante d'un point de vue alimentaire de par le potentiel de sa ceinture agricole, maraîchère céréalière et élevage, et ce afin de pouvoir assurer sa pérennité, eh bien ce mouvement, il s'est largement amplifié après la Seconde Guerre mondiale pour atteindre rapidement un point de non-retour ratifié et scellé, si on peut dire, par le bétonnage des ceintures agricoles urbaines, socle des zones pavillonnaires ou, terme consacré, par l'artificialisation des terres arables, qui a désormais enfoui à jamais sous le bitume la crème de nos terres fertiles. Ainsi, la France a perdu un quart de sa surface agricole sur les 50 dernières années. Et c'est la surface d'un terrain de football qui disparaît toutes les 5 minutes. Ces éléments aggravent mathématiquement le risque quantitatif en faisant diminuer les surfaces cultivables, mais ils fragilisent considérablement, surtout, la logistique alimentaire des concentrations urbaines, dont l'approvisionnement est devenu désormais dépendant à 100% des transports, donc du pétrole, puisque les aliments proposés aux masses urbaines sont désormais produits très loin de leur lieu de consommation. On estime généralement que les grandes métropoles comme Paris, par exemple, aux 40 000 semi-remorques entrent et sortent de Rungis chaque jour, n'ont que 2 à 3 jours d'autonomie alimentaire. Alors, qu'adviendra-t-il lorsque le pétrole viendra à manquer? Mieux vaut se contenter de poser la question que de chercher à y répondre. Alors, à la lumière de tous ces éléments, donc vous conviendrez qu'ils sont pour la plupart rigoureusement factuels, nous voyons donc bien que, tant sur le plan du risque quantitatif que sur le plan du risque qualitatif ou logistique, aucun levier d'inversion de tendance ne semble disponible, ni à court, ni à moyen terme. Toutes les pistes que nous avons identifiées semblent en réalité sans issue. Concernant les facteurs quantitatifs, pouvons résumer la situation ainsi. Premièrement, la baisse des rendements ne pourra être stoppée qu'en régénérant les sols, ce qui nécessitera un temps de latence, donc un manque à gagner en termes de production.
Deuxièmement, une fois les sols éventuellement régénérés, il faudra reprendre le système d'assolement ancestral pour ne pas retomber dans un mode monocultural qui les épuiserait à nouveau. Les surfaces cultivées seront donc plus faibles et la production diminuera donc d'autant. Troisièmement, la raréfaction des engrais chimiques consubstantiellement à celle des hydrocarbures aura pour conséquence une diminution des rendements, donc de la production finale. Quatrièmement, la raréfaction des produits sanitaires de synthèse, également tributaires de la pétrochimie des hydrocarbures, fongicides, herbicides, pesticides, aura également pour conséquence une diminution des rendements, donc de la production finale. Concernant maintenant les facteurs qualitatifs, les 4 facteurs aggravants du risque quantitatif que nous venons de citer, régénération des sols, abandon de la monoculture, raréfaction des engrais et des autres intrants de synthèse, sont par contre, et c'est bien là le seul point positif de cet état des lieux prospectifs, chacun d'entre eux et tous ensemble de nature à améliorer, semble-t-il, la qualité de notre alimentation en faisant diminuer la toxicité des produits agricoles et donc, par voie de conséquence, en améliorant la santé de l'espèce humaine. Mais le revers de cette médaille, c'est que cette amélioration qualitative, qui est inéluctable, parce que liée à l'approvisionnement contraint, devenu de plus en plus contraint en produits fossiles, s'accompagnera automatiquement d'une baisse symétrique des rendements, puisque libérés ou privés, selon la façon dont nous voulons le dire, libérés ou privés d'amendements et de traitements pétrochimiques, la production agricole va nécessairement chuter. Est un fait pourtant que cette loi de proportionnalité inverse entre le qualitatif et le quantitatif se trouve être contestée par un certain nombre de tenants de ce que nous pourrions nommer l'écologisme béat, et qui, en toute bonne foi, prétendent que l'agriculture dite biologique est en mesure d'obtenir les mêmes rendements, voire même plus, que l'agriculture industrielle, et donc serait capable de nourrir sans problème 10 milliards d'êtres humains. Cette idéologie mérite que nous nous y arrêtions un instant. Et à ce propos, je dois indiquer que j'ai personnellement pratiqué l'agriculture biologique pendant 15 ans en tant qu'exploitant agricole et ce, dans la période de ses débuts, avec notamment l'utilisation des labels Le Maire Boucher, un label disparu aujourd'hui, et la mention Nature et Progrès. Eh bien, de ce point de vue, nous pourrions dire que l'agriculture biologique est à l'agriculture ce que la démocratie directe est à la démocratie. En ce sens que l'agriculture biologique, c'est la vraie, la seule agriculture. De même que la démocratie directe, c'est la seule, la vraie démocratie. Cette usurpation sémantique par la caste des marchands qui ont transformé l'agriculture en industrie, mais en conservant la racine étymologique, est de même nature que celle de ces mêmes marchands qui ont maquillé la démocratie en oligocratie. Ainsi que l'a écrit Nicolas Georgescu-Roegen, cet économiste de la décroissance dont nous avons beaucoup parlé lors des conférences précédentes, notamment celle concernée à l'impasse physique et comptable, l'agriculture en réalité ne peut pas être autre chose que biologique ou organique en anglo-saxon. Dit autrement et encore plus clairement, l'agriculture biologique, c'est tout simplement l'agriculture d'avant le pétrole, c'est-à-dire celle qui a été instaurée depuis la révolution néolithique il y a environ 10 000 ans. Cette foi, cette croyance, affichée par certaines chapelles d'écologistes décroissants, cette foi
en la possibilité d'une agriculture biologique à assurer des rendements identiques à ceux de l'agriculture industrielle est touchante. Mais elle doit être dénoncée car les citoyens responsables ont gagné le droit de regarder les réalités en face afin d'être en mesure de construire leur avenir en toute connaissance de cause et non pas sur des illusions. Cette croyance quasi mythique en la capacité d'une agriculture bio d'égaler les rendements de l'agriculture industrielle, autre qu'elle s'accompagne toujours chez ces zélateurs du refus de prendre en compte la problématique démographique. Cette croyance se base généralement sur l'illusion de projections économétriques hasardeuses à partir de micro-expériences non extrapolables à grande échelle. La récente affaire des betteraviers et de leurs pucerons dévastateurs, dont nous venons de parler, est là pour nous rappeler que sans l'apport de produits de traitement phytosanitaire de synthèse, les rendements agricoles ne peuvent que diminuer. Par ailleurs, nous avons déjà indiqué que le terme agriculture biologique revêtait une certaine ambiguïté, dans la mesure où tout dépend du cahier des charges qui y est attaché. De ce point de vue, nous pourrions même dire que le label AB, par ses aspects extrêmement permissifs dont nous avons parlé, n'a de bio que le nom, et que dans le cas de l'application de règles strictes de bannissement de tout intrant de synthèse, l'agriculteur pourrait bien en être réduit à récolter ce que les aléas naturels voudront bien lui laisser. En poussant encore un peu plus loin notre raisonnement, nous devons considérer que le fait agricole originel lui-même, c'est-à-dire la tentative de domestication de la nature par l'incommensurable orgueil de l'homo sapiens, c'est déjà au départ un acte anti-écologique, en ce sens qu'il modifie objectivement les lieux et conditions d'existence ainsi que les rapports humains avec l'environnement. L'acte agricole, c'est-à-dire la fabrication par l'homme de sa propre nourriture, constitue déjà objectivement une modification artificielle des écosystèmes, qui fait entrer l'espèce humaine dans un dispositif global non prévu et non voulu par la nature. Il n'est pas non plus garanti que la nature accepte indéfiniment de se laisser faire et de se laisser domestiquer au gré de la volonté de l'esprit humain. Elle semble d'ailleurs présenter d'ores et déjà de légers signes d'agacement que tout le monde peut voir et sur lesquels nous ne nous étendrons pas. Enfin, il ne faut pas oublier non plus, et même si possible garder en permanence à l'esprit, que ce dont nous parlons, c'est-à-dire la période agricole, pétrolière ou non, biologique ou non, ne représente qu'une toute partie de l'histoire humaine. 10 000 ans sur 300 000 ans ou 10 000 ans sur 2 millions d'années selon le type de repère choisi. Ce qui est finalement peu de choses comparé à la durée de vie des dinosaures qui ont gambadé allègrement sur la planète pendant 160 millions d'années et qui gambaderaient sans doute encore sans pratiquer d'agriculture d'aucune sorte si un météorite aléatoire n'était pas passé un jour par là. Enfin, pour ce qui concerne les facteurs logistiques dont nous avons parlé, nous pouvons dire en résumé que, premièrement, compte tenu du fait non contestable que le pétrole constitue actuellement le carburant unique du transport de marchandises par route, véritable réseau veineux de la société industrielle,
et que ce transport routier assure la quasi-totalité de la logistique alimentaire de l'Homo industrialis, depuis l'acheminement des récoltes vers les installations de traitement et de stockage, jusqu'à la livraison dans les magasins de détail, en passant par les centres de gros. Compte tenu, deuxièmement, du fait également non contestable qu'il n'existe pas à ce jour d'alternative de substitution au pétrole pour ce genre d'utilisation. Et compte tenu, troisièmement, du fait dont on attend qu'il soit éventuellement contesté, que les villes actuelles ne sont plus autosuffisantes, de par la disparition sous le béton de leur ceinture agricole vivrière, et que l'alimentation de leurs habitants est donc suspendue à la disponibilité en pétrole. Compte tenu de tous ces éléments, si nous considérons que le déclin quantitatif de la disponibilité en pétrole va survenir sous un certain délai restant à préciser, la sécurité alimentaire des concentrations urbaines est largement hypothéquée, l'hypothèque étant d'autant plus lourde que la ville sera plus grande. Si nous considérons par contre que le pétrole restera indéfiniment disponible, ou bien que les experts découvriront pourquoi pas un autre carburant au potentiel équivalent, alors il n'y a pas de souci à se faire et nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. Mais face à ces risques potentiels, que nous avons essayé de rapprocher d'une réalité factuelle, en utilisant des chiffres et des arguments. Chiffres et arguments que d'aucuns s'efforceront d'opposer à des rêves ou à des croyances pieuses. Étant donné l'importance des enjeux, c'est vrai que nous ne saurions les emblâmer, sauf si leurs propos n'étaient pas guidés par une sincérité naïve et spontanée, comme certains rêveurs éveillés dont nous venons de parler, mais au contraire, guidés par le dessein prémédité de fourvoyer la grande majorité des citoyens dans des certitudes nécessaires à la poursuite des activités lucratives de l'idéologie capitaliste croissanciste. Pour notre part, nous nous sommes efforcés tout simplement de montrer que les options prises par l'agriculture industrielle conduisait irrémédiablement à une incapacité de nourrir les 10 milliards d'homo industrialis prévus pour demain. Nous avons également vu que ces options étaient difficilement réversibles, voire impossiblement réversibles, ce qui de fait nous conduit bien dans une impasse. Je vous remercie et à bientôt.